Bon, ben bonjour Stéphane, Bonjour. bienvenue sur le territoire. Je crois que tu es de par ici, non? Oui, la moitié de ma famille est de Beauregard. D'accord, ok. Moi, Voilà. j'ai vécu ici aussi un temps. Il y a pire comme territoire. Oui, oui, ça va, c'est pas mal. Eh bien, du coup, je vais te demander de te présenter et de nous dire pourquoi tu es venu animer cette conférence ce soir sur la résilience alimentaire Et la sécurité et nationale. la sécurité nationale. Voilà. Donc en fait, ça démarre il y a très longtemps, enfin, une bonne vingtaine d'années, lorsque je me posais des questions sur le fait que il y avait de moins en moins de paysans en milieu rural, hein, même ici, mais qu'on continuait toujours à avoir de la nourriture, certes de moins en moins, on va dire, bonne, mais elle arrivait toujours. Et je me disais comment c'est possible. Et là, je comprenais, voilà, les balais des camions de la grande distribution, que même en milieu rural, on est sous perfusion alimentaire, puisque même le milieu rural n'est plus capable de nourrir les ruraux. Donc je m'étais mis en scène en 2008, à partir de Beauregard justement, hein, où j'avais lancé mon opération, mon pari de locavore. Donc j'avais fait le pari de ne me nourrir pendant un an qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary. Et chaque fois que je me déplaçais, je déplaçais mon rayon d'approvisionnement. Et en fait, c'était pour montrer notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Donc plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, et je devais faire uniquement avec ce que les producteurs locaux produisaient. Donc plus de sucre non plus. Ah, mais je le trouvais dans le miel. Oui. Mais bon, le sucre, l'être humain n'est pas fait pour le sucre blanc, hein. C'est comme quelque part nos sociétés qui ne sont pas faites pour cette autre énergie dense qu'est le pétrole. Donc les deux sont addictifs. Donc une énergie dense et à bon marché est très concentrée. Le sucre blanc et le pétrole font que individuellement et collectivement, on se fait dépasser par ces énergies-là et on est en train d'en payer maintenant les pots cassés, tant en termes de santé publique pour les individus que en termes de dégradation de l'environnement pour les sociétés et les vulnérabilités. Donc je fais aussi ce petit parallèle. Oui, oui. Donc en fait, quelques années avant, en 2004, j'avais créé les premières AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne du département de l'Aude. En 2004, il y en avait très peu en France, hein. Donc j'avais organisé des consommateurs pour qu'ils quelque part s'abonnent, hein, payent à l'avance la production à des producteurs, comme ça les producteurs vivaient enfin de leur métier. La richesse, c'est-à-dire les dépenses, ne partaient pas dans les paradis fiscaux à travers les grandes surfaces, elles restaient fixées sur le territoire. Et il y avait également du lien social entre producteurs et consommateurs, mais également entre consommateurs eux-mêmes. Oui. Et également, au niveau écologique, c'est mieux, parce qu'il y a un engagement entre producteurs et consommateurs. Il y a un deal qui est fait entre le producteur et le consommateur. Le consommateur dit à toi, le producteur, je m'engage à t'acheter à l'avance tes produits, mais à condition que tu sois bio maintenant, soit que tu t'engages à le devenir. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Et à l'époque, il y avait un autre volet que j'avais intégré, que je voyais mais que personne n'abordait, c'était le volet sécurité. En partant du principe qu'en fait, des consommateurs qui entretiennent la présence de producteurs, quelque part, c'est un peu leur assurance vie si il n'y a plus de déplacement de denrées alimentaires, voilà, ou de blocage, de grève et compagnie. Donc là, je me disais, tiens, c'est en miniature, mais c'est ça qu'il faudrait développer à plus grande échelle, et c'est d'ailleurs ce qu'on faisait quand même un peu avant. Voilà. Donc en fait, on s'est complètement déterritorialisé. Et on est devenu complètement sous perfusion alimentaire, et même en milieu rural où 80% de notre alimentation est achetée en grande surface. Oui. Donc nous n'avons plus nos infrastructures nourricières au plus près de nous. Et donc les individus ne produisent plus leur nourriture, ils ne la stockent plus. Il n'y a quasiment plus de paysans autour des lieux de consommation. Il n'y a pas de stock dans les grandes surfaces, à peine 2 jours sans panique. Et il n'y a pas non plus de stock au niveau des collectivités locales, et il n'y a pas non plus de stock stratégique alimentaire d'État. Donc 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une cyberattaque sur la chaîne logistique, une grève qui s'éternise, un brusque
une brusque augmentation du coût du pétrole, des carburants et tout ça, des blocages qui s'éternisent, et sachant que les populations sont dans une ébriété énergétique telle qu'elles croient que la nourriture arrivera toujours et que c'est une affaire réglée. Et donc on se concentre sur des choses beaucoup moins essentielles comme les hautes technologies, la mode et compagnie, qui sont des besoins annexes, parce qu'on croit que les autres besoins sont réglés pour toujours. Et c'est faux. Oui, c'est le principe des sociétés industrialisées en fait, c'est qu'on Bah, met c'est- plus d'énergie dans tout le reste que dans les besoins de base. Oui, et surtout, on ne sécurise pas la production et les conditions de production des besoins de base. On ne les sécurise pas comme il faudrait. Lorsqu'on voit la Chine là qui nous rachète des terres pour manger, eux, ils y pensent. On les a enrichis depuis 40 ans en leur achetant des conneries, iPad, iPhone et compagnie. Ils ont mis un bas de laine de côté et c'est eux maintenant qui nous rachètent Qui assurent leur continuité l'essentiel. alimentaire. Oui, oui. En nous achetant ici nos terres, et bientôt on aura des Chinois, des paysans chinois chez nous, avec des terres rachetées par les Chinois, Et avec les denrées alimentaires vont partir en Chine, directement. c'est ça, On l'idée. verra les grains partir en Chine. Ah oui. Voilà, donc que ce soit les Chinois ou d'autres, je suis pas anti-chinois de base, hein. Oui, oui. Mais voilà, le principe il est là, quoi. Donc et tout ça aussi parce que on n'a pas payé le travail des paysans à la hauteur de Des l'effort, services qui rapportent, voilà, à la oui, hauteur oui. de l'effort qu'ils font, à la hauteur des services qu'ils rapportent. Donc du coup là, on va avoir un effet, un retour de manivelle terrible. Donc le truc, c'est que c'est aussi une question de sécurité, de notre propre sécurité, que de faire travailler les producteurs locaux. Comme un muscle qu'on n'entretient plus, eh bien, les paysans, depuis 60 ans, on les a plus fait travailler, on les a plus entretenus, donc ils ont fondu. Ils Donc on les a plus à proximité. Ouais. Donc là, on est complètement dans une dépendance folle et dans une fragilité folle. Donc en fait, il faut faciliter la réinstallation de paysans. Oui. C'est ça, hein, il n'y en a pas assez. Alors, il y en a pas assez, mais il y a aussi le fait que on ne produit plus, même nous-mêmes, notre nourriture. Oui, Et les paysans eux-mêmes, hein, ils ne produisent quasiment plus c'est vrai. la nourriture qu'ils consomment. Oui. Là, par exemple, si on va dans le Lauragais audois, c'est le pays du blé dur et du tournesol. Donc bon, de la nourriture, non, mais de la nourriture pour les poules, les poulets et compagnie. Je connais pas beaucoup de céréaliers qui élèvent leurs poulets, voilà quoi, alors qu'ils produisent la nourriture pour les poulets. Ouais. Ils ont les mêmes modes de consommation, ils vont dans les mêmes endroits que la population. Ils vont au supermarché acheter leur... Majoritairement, leurs oui. légumes, Majoritairement, oui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à part les papis, les mamies, parfois encore, quand ils sont pas trop âgés, les potagers familiaux disparaissent. Oui, alors bon, il y a quelques collectivités locales qui mettent à disposition certains terrains avec l'eau. Évidemment, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de maraîchage. Mais oui, pour que des familles produisent leur nourriture, c'est à peu près l'équivalent de SMIC annuel. De produire sa nourriture. Ah ouais, oui. Mais je confirme, hein, moi je C'est suis en un SMIC. quasi-autonomie au niveau des légumes et des œufs. Eh ben, je vois l'économie que ça Un fait, SMIC annuel, donc ça c'est en D'accord. termes financiers, mais il y a aussi des des retours positifs au niveau de la santé parce qu'on fait de l'exercice, on prend l'air, les gamins ils peuvent jouer à côté, ils peuvent aider, on rencontre des gens, on s'oxygène, donc c'est la base quoi. C'est la base, donc on arrive dans une période électorale, de toute façon la France est toujours en campagne pour quelque chose, mais là c'est des municipales. Et n'importe qui peut évidemment monter une liste ou intégrer une liste avec comme pour projet de développer des jardins familiaux. Voilà, après c'est une gestion, il faut les tenir, hein, les tours pour occuper les abonnements, l'eau, le matériel, tout ça, mais c'est quelque chose de très sain et on augmente en plus notre sécurité.
Mais ça se fait pas beaucoup. Si, alors, beaucoup. Est-ce qu'il y a des maires là, est-ce que tu connais beaucoup de maires qui font campagne dans ce sens-là? Oui, mais il y en a, oui. Là, vous avez Moins-Sartou, alors la commune de Moins-Sartou dans les Alpes-Maritimes. Elle est là, elle est allée vachement loin. C'est une régie agricole municipale. Eux, ils ont même, je crois, des éleveurs salariés de la commune et ils livrent, ils fournissent leur propre cantine et voilà quoi. Et donc c'est du bon sens, hein, je veux dire, c'est pas revenir au kolkhoz et au sovkhoz soviétique, c'est pas du tout ça. Hein. Il y a plusieurs modes pour le mettre en œuvre, mais il peut y avoir une gestion associative de terrain mis à disposition par une collectivité ou autre. Le principe des jardins partagés. Ouais, tout simplement. Et ça c'est très sain. C'est vraiment très sain, ça. Oui. Donc là, on s'y retrouve. Donc là, on augmente notre autonomie alimentaire et puis on prend l'air, c'est positif, on fait des économies et puis c'est meilleur, c'est bon. C'est pas des produits transformés qui nous empoisonnent parce que les produits transformés, plus c'est transformé, je veux dire, plus c'est trituré, plus il y a de sucre, plus il y a de sel, plus il y a de gras. Et donc, ce sont des aliments morts. Ce sont des aliments morts. La nourriture industrielle, majoritairement, ce sont des calories vides, vides de nutriments. On l'a vu l'enquête là au niveau des tomates, la comparaison entre les tomates hors sol, là, qui n'ont pas de goût et qui contiennent et pas de goût parce que pas de nutriments. C'est ça. Ou beaucoup moins que celles qui sont en pleine terre. Oui, puis c'est aussi des variétés qui ont été trafiquées pour être calibrées, pour correspondre aux besoins. Du coup, on est loin des variétés anciennes de tomates qui ont du goût, qui sont pleines de vitamines, tout ça, oui. Oui, il y a ça, mais c'est surtout le sol. C'est le fait qu'elles n'étaient pas... elles ne retirent pas leur nourriture des sols, donc c'est pas juste NPK, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une vie dans le sol qui fait que il y a des nutriments plus ou beaucoup moins lorsqu'il n'y a pas de sol. Voilà. Donc il y a ça, mais bon, en fait j'ai mené une enquête au sein de plusieurs ministères, au niveau des syndicats agricoles nationaux, certaines de l'armée, des historiens, géographes, journalistes, où en fait justement je me posais la question, il y a 10 ans lorsque j'avais fait l'Ocavor, j'avais lié la résilience alimentaire territorialisée, du moins la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec l'ordre public, en partant du principe que s'il y avait une rupture dans les approvisionnements, on se taperait dessus. Et que les forces de sécurité intérieure seraient débordées. Et que du coup, il y aurait des émeutes et ça affaiblirait de fait la sécurité nationale. Je l'avais déjà mis sous cet angle-là. Ça avait fait la une des journaux, je passais à la télé tous les 10 jours. Le mot locavore n'était pas encore rentré dans le dictionnaire. Et j'ai voulu, 10 ans après, voir si cette question était prise en compte dans les ministères. Et si oui, est-ce qu'il y avait une mise en œuvre, une déclinaison quelconque quelque part. Et donc pendant plus d'1 an, j'ai mené une enquête avec des entretiens directement et on m'a énormément répondu. J'ai eu énormément de retours. D'accord. Comme quoi, en fait, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et quelque part, la question telle que je la pose là n'est pas posée. Pas en ces termes-là, parce qu'on avait commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on s'est posé, on l'a fait produite autour de nous, donc c'était l'invention de l'agriculture néolithique. Voilà, c'est l'assurance d'avoir toujours un petit peu. Voilà, toujours un peu, donc on s'est posé, donc on a inventé l'agriculture néolithique. Ensuite, pour se sécuriser un peu et sécuriser les grains, on s'est organisé en village, on s'est regroupé. Et en fait, il y avait autour de ces villages donc l'espace qui est devenu territoire. C'est là qu'on a grandement inventé la politique, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace. Oui. Et les terres autour étaient destinées à la production locale, à la nourriture. Oui. C'était à l'approvisionnement du village. À l'approvisionnement du village. Oui. Voilà. Et en fait, il y avait donc une organisation collective qui s'additionnait à une sécurité individuelle. Chacun avait un peu de quoi faire et avait son potager.
Et maintenant, c'est la nourriture qui vient à nous. Sans que l'on s'inquiète du comment et du jusqu'à quand. Et maintenant, on est sous perfusion alimentaire. Lorsque l'on regarde ce sur quoi les ancêtres des mers, les consuls au Moyen-Âge, tenaient leur légitimité politique, c'était exercer 4 sécurités. La sécurité extérieure, donc il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité intérieure, lutter contre les brigandages, tout ça. La sécurité sanitaire, lutter contre les épidémies, mettre en place des assainissements collectifs, tout ça. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Bien sûr. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. D'accord. Et il y avait des stocks. Et il y avait un aménagement du territoire autour, les terres, qui étaient dévolues à ça. Et maintenant, qui s'occupe de cette question-là, elle est complètement sortie du champ politique. Oui. Et elle est indirectement assumée par des acteurs privés, que sont les grandes surfaces, Leclerc, Carrefour et compagnie, qui n'ont que 2 jours de stock, sans panique. C'est ça. Et lorsque l'on regarde, lorsqu'on se plonge dans des archives municipales, notamment celle de Narbonne, en 1720 ou 30, là, il y a eu un arrêté municipal de la commune de Narbonne qui stipulait qu'il était interdit sur certaines parcelles de planter de la vigne. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée une douzaine d'années avant. D'accord. Où le pain était plus important que le vin. Ben oui. Et puis, Oui, je veux dire, bon, il y a dans la hiérarchie des besoins, oui, bien sûr. mais c'est vrai que maintenant, on ne pense pas à la disette. On n'a aucune idée qu'on pourrait non. un jour avoir faim. On est des générations qui n'avons jamais connu ça et on est né le ventre plein. Administration et politique compris, qui sont à l'image du reste de la population. C'est ça, oui, ils représentent bien leurs citoyens. Donc on croit que c'est une affaire réglée. Mais on est inondé d'une énergie dense et à bon marché, c'est-à-dire le pétrole, à partir duquel on a tout basé. Et en fait, c'est une anomalie dans l'histoire. C'est une parenthèse qui va bientôt se refermer. Et là, le truc, c'est que nos territoires, ils anticipent pas du donc, à partir desquels on retirait notre subsistance, eh bien, on les a artificialisés. On a recouvert les terres, on a perdu les savoirs, les techniques, l'eau et compagnie. Ah ouais. Et comme on n'a pas changé de besoins, on a toujours les mêmes besoins physiologiques, aïe aïe aïe. Donc voilà, donc il faut se préparer. Donc il faut se préparer, c'est-à-dire si les collectivités ne sont pas conscientes de ça, qu'il y en a très peu qui bougent encore actuellement, parce qu'il y en a très peu, on est quand même en 2019, et tu pourrais m'en citer quoi, peut-être une 50aine de communes qui ont vraiment mis en place. Il y en a pas mal, mais pas à l'échelle du besoin, pas à l'échelle du besoin. 10% peut-être. Même pas. Même pas, oui. À l'échelle du besoin, même pas. D'accord, oui. Oui, parce que moi j'étais allée rencontrer un maire en dessous de Limoges, pareil, qui a mis en place plein de choses pour vivre en autonomie, installer du monde. Donc ça existe. On voit ça dans plein de documentaires. Mais ça, il faut le dire. Là où ça existe, il faut le dire. Il faut donner l'envie aux autres. Oui, mais il faut également dire qu'il faudrait multiplier ça par je ne sais pas combien. Ça. Donc, la question, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut, en tant que citoyen, attendre des collectivités, leur faire l'info, attendre gentiment qu'elles fassent, ou alors réclamer vraiment il faut coproduire. Il faut aider les collectivités à faire. Oui. Il ne faut pas monter une guillotine et dire toi t'as pas fait, je te tue. Non, bien pas sûr. du tout. Non, mais voilà, Oui. je caricature, mais exprès. Il faut aider les collectivités à aller dans ce sens-là. Je veux dire, les collectivités, c'est nous, en tant que contribuables, en tant que citoyens, en tant qu'usagers, en tant que tout ça, ou en tant qu'élus lorsqu'on se présente et lorsqu'on est élu. Donc, c'est une coproduction parce que l'alimentation, ça concerne tout le monde, mais s'il n'y a plus d'alimentation ou s'il y en a moins, il y a des tensions donc, sur ces ressources et de suite, il y a de l'insécurité. Et ça aussi, ça concerne tout le monde. Bien sûr. Donc, ça nous concerne tous et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Enfin, c'est ce livre, Résilience alimentaire et sécurité nationale, voilà. Où là, il y a les témoignages de gens, de militaires, de syndicats agricoles, que tu as rencontrés. Mais ils assument ce qu'ils disent. Ouais. Donc, c'est pas pour créer la panique, c'est pour enfin poser le sujet. Ça a déjà été tout un travail de démontrer que c'est un sujet. Oui.
déjà. C'est un sujet qui est à mettre à l'ordre du jour urgemment, Mais oui, en fait. Parce que... il devrait être regardé avec les lunettes de la sécurité nationale. Oui, parce que si on manque de nourriture, la sécurité nationale, c'est des êtres humains. Mais c'est nous, Les gendarmes, l'armée, oui. la police, tout ça, Oui. c'est des êtres humains qui vont avoir faim, donc ils vont être dans une difficulté aussi. Et surtout qu'ils seront débordés Oui. par des gens qui ont faim et ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Et alors que historiquement, c'était toujours lié. Ressources et sécurité, c'était complètement lié. Les ancêtres des maires, donc les consuls, savaient très bien que s'il y avait des tensions sur la nourriture et sur les ressources, c'était de suite les émeutes. Et le peuple avait légitimement le droit de se révolter si les édiles de l'époque ne mettaient pas un minimum de moyens pour prévoir ça. Et gouverner, c'est prévoir. Bah, la plupart des grosses révolutions sont parties là-dessus, Ben quand oui, même, sur les bien sûr. soucis de Mais disette. les révoltes frumentaires, les révoltes frumentaires. Frumentaires, ouais. D'accord. Ouais. Ah, ouais. C'est ça, c'est éternel et j'invente rien. Oui, oui, bien sûr. J'invente rien, mais j'ai l'impression que bon, y en a qui le découvrent. Et c'est vrai. Et en fait, d'après ce que tu dis, moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait nos pays industrialisés sont juste des géants au pied d'argile. En fait, on est très très fragile. Oui. Il n'y a pas besoin de faire de faire sauter une centrale nucléaire. Il n'y a pas besoin de bloquer un pays. On se bloque automatiquement en 2 jours. Tu dis, en 2 jours, tu peux bloquer un pays si tu bloques les Bien sûr. approvisionnements. Il y a eu des signaux faibles là que je cite dans mon livre là. Il y a eu quelques blocages de gilets jaunes au mois de novembre. Oui. Qui ont bloqué quelques entrepôts et on a vu des effets plusieurs centaines de kilomètres plus loin où il y avait des supérettes, même en milieu rural, là où on produit notre nourriture, Oui. qui étaient vides. Mais bien sûr, puisqu'elles se fournissent très très peu. Alors il y a quelques initiatives locales, hein. Il y a quelques supérettes, quelques magasins qui se fournissent localement, mais très peu. On le voit bien hein, dans les Ouais. rayons. À La Réunion, il y a eu le blocage du port. Et bien en quelques heures, il y a eu les émeutes. Oui. Eh bien oui. Et pourtant c'est une île, donc elle devrait se sentir concernée par l'autonomie alimentaire. Ah, ben là, Elle je crois qu'il y en a qui, s'ils ne l'avaient pas mesuré, ils le comprennent de plus en plus. Hein. Ouais. Ouais, parce que les îles, enfin la Réunion, je ne sais pas ce qu'elle fournit, mais bon, il y a pas mal d'îles où De la canne à sucre, des bananes, des ananas, voilà, et finalement ils n'ont que ça. des cultures d'exportation, mais les cultures vivrières, elles ont été, on va dire, abandonnées. Elles ont été moins soutenues, moins valorisées. Donc en fait, l'Afrique rurale serait moins fragile que la France, par exemple. Ça, alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, je ne connais pas le dossier, mais il y a certains pays africains qui ont abandonné eux aussi leur culture vivrière parce qu'on les oblige à. Eh bien, ouais. Donc, et nos poulets subventionnés français qu'on envoie là-bas, des zingues, les filières vivrières là-bas. Oui, oui. Donc il y a aussi une question aussi d'échanges internationaux avec des subventions qui faussent la réelle compétitivité de certaines filières locales. Oui. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que pour toi, de refonctionner un AMAP, de faire travailler les producteurs locaux, ça augmente le coût des denrées alimentaires? Non. Je l'avais démontré il y a 10 ans. Je m'étais fait suivre par une conseillère en économie sociale et familiale. Oui. Et elle avait démontré que en fait, c'était pas plus cher. Parce que tout simplement, on cuisine. Ah oui, par rapport à ça. Donc Ah, ça, mais oui. c'est la grosse différence. On a des produits bruts qui sont bons, qui sont frais, qui sont bio, qui sont locaux. Goûteux. Et en plus, on sait qui c'est qui les a fait. Donc du coup, on va pas les oublier dans le frigo à pourrir. Donc du coup, on transforme tout ce qu'on fait, ou on mange simplement cru comme ça. Donc du coup, on n'a pas besoin. Les plats déjà tout prêts, transformés, ils coûtent horriblement cher. Hein. Bien sûr. Alors kilo, que c'est très cher, ouais. quand on cuisine, on fait des économies. Je veux dire, il faut arrêter de dire les produits locaux, c'est fait pour les riches. C'est pas vrai. Quand on cuisine, c'est pas vrai. Quand on cuisine, c'est pas vrai. Donc moi, j'avais cuisiné, hein, je transformais. On faisait même avec des copains des ateliers potés, des ateliers tripes même, hein, des fois. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon, c'était bon quand même. Il y a 2 ans, ouais. Ah, ben très bien. Ben voilà. Saucisson. Ouais, il est parti. J'ai peur qu'il bouge un peu trop. Merci. Saucisson, ouais. Tout ce que faisaient nos anciens, en fait, il n'y a pas si longtemps. Hein,
et ça se perd. Moi, j'ai voulu justement apprendre à transformer un cochon, donc faire les saucisses, les pâtés, les boudins, tout ça, pour connaître le geste et pour pouvoir le retransmettre par la suite. Je trouve ça très important de faire les confitures, d'apprendre à faire tout ça. Ben, maintenant, on ne sait même plus attraper un poulet. Alors, qu'est-ce qu'un jour on a fait? Bon. Le truc, c'est que j'avais justement pour lier cette alerte par rapport à notre faible degré d'autonomie alimentaire par territoire. Parce qu'au niveau français, on peut dire, ouais, pays de la gastronomie, en plus on exporte. Ouais, d'accord, mais si on zoome par territoire, on dépend des camions. Oui. Donc en fait, c'est juste même global. Même intramuros, tu veux dire, même dans la France. Eh bien, par région, on regarde l'autonomie alimentaire, elle est faible. Là, si on regarde l'aire urbaine de Toulouse, c'est 2%. L'aire urbaine de Montpellier, c'est 2% en termes d'autonomie alimentaire. 2%, donc du coup, ça veut dire qu'il y a 2% ça veut dire que produits sur place. à peine, hein, ouais, ça veut dire que 98% de la nourriture arrive par les camions, quoi. Voilà. On est sous perfusion. Ouais. Donc oui, au niveau global, on peut dire oui, la France, elle n'a pas de problème parce qu'on produit beaucoup. Ouais, mais bon, zoom dans la réalité, tu verras. Oui, oui. 2%, c'est vraiment très peu. Eh bien oui, pour prendre voilà, les aires urbaines, hein, Oui, Toulouse et Montpellier. Donc pour alerter sur ça et pour montrer qu'il y avait aussi des façons d'agir, j'ai depuis le mois d'août, depuis le 31 août dernier, j'ai lancé un défi à qui veut le relever de réaliser un repas de fête. Je dis bien un repas de fête, local, chic et pas cher. C'est je viens manger local chez vous. Ah, c'est ça, d'accord. J'ai vu Ouais. défi, mais j'ai pas vu. Je viens manger local chez vous et en fait, il y a 8 familles, même des associations qui ont relevé le défi de réaliser donc un repas de fête, donc 3 plats minimum, bien présentés et tout ça, bien recherchés. Avec des ingrédients issus d'un rayon de 51 km autour de l'assiette, 51 km à vol d'oiseau, et à moins de 9,50 € par personne. Mais je répète, c'est un repas de fête. Donc entier, plat, entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert, et même là, avec le recul, là, je vois, il y en a qui font 4 ou 5 plats. D'accord. Donc, et de fête. Comprenant de la viande, donc. Ceux qui veulent, ouais, il y a toujours eu un peu de viande, hein, mais oui, même avec la viande, et même du poisson. Donc c'est plus économique. Largement, et moi j'arrive avec le vin. Voilà. Okay, et ceux qui relèvent le défi doivent remplir un tableau Excel avec chaque produit au prorata de la personne et tout ça, et des plats, et faire une cartographie des paysans nourriciers. Et en fait, pour montrer aussi que à travers notre consommation, à travers le fléchage de notre consommation, c'est-à-dire l'argent que j'ai, je le flèche vers des producteurs locaux de mon territoire. Et c'est la meilleure façon de les maintenir en vie, bien sûr, de les faire travailler. C'est ce qu'on appelle la consommation. C'est exactement ça, c'est la consommation structurante. Et toute la richesse reste fixée sur le territoire. Oui. Ça ne va pas enrichir les actionnaires d'ailleurs. Hein. La dépense reste sur le territoire et en même temps, donc, on se fait plaisir, on cuisine, on fait des économies, on se régale et on est coproducteur de sa sécurité. On maintient des paysans pas loin de chez nous et on en a sacrément besoin si jamais il y avait une rupture d'approvisionnement. Et ça peut se coupler avec une monnaie locale aussi. Ouais, j'ai été invité dernièrement par une association qui lance une monnaie locale. Et j'ai expliqué qu'en fait, les monnaies locales sont des outils de résilience locale. Et oui, parce que dans l'effondrement du système, il y a aussi possiblement l'effondrement des systèmes financiers classiques. Financiers, évidemment. Voilà, donc on se retrouve sans rien. Et avant que le système ne s'effondre, enfin, moi je pense qu'il s'effondrera, et bien autant entretenir les producteurs locaux qui sont là, les artisans et tout ça, comme ça, et bien le jour où ça s'effondre, on les a. Et oui, au lieu d'attendre qu'ils se avant qu'on soit à poil complètement. Bah oui, parce qu'on a besoin de manger tous les jours. Exactement. On ne va pas attendre 2 mois. Donc ce sont des mesures de bon sens, économiques, de lien social et environnemental, mais aussi ce sont des actions de prévention pour notre propre sécurité aussi. Donc il n'y a que des avantages. Oui,
Mais la question, c'est pourquoi ça ne bouge pas plus? Pourquoi les citoyens ne sont pas tous en train de réclamer ça à leur municipalité? Pourquoi les maires, la Il n'y a plupart pas des maires besoin n'ont de pas demander, conscience hein, de non. ça? Ça, il n'y a pas besoin de demander. Une monnaie locale, il n'y a pas besoin de demander de permission. Non, Hein. effectivement, oui. Non, Mais par ça- contre, associer une municipalité à lui en demandant peut-être prêter une salle, peut-être une petite subvention pour le lancement de la monnaie, oui, ou à terme payer une partie des employés communaux en monnaie locale. bien sûr. Ça par contre, c'est faisable. Hein, et c'est pour ça que ce sont des choses qu'on peut co-construire avec des municipalités. Mais amorcer la pompe, c'est une affaire de citoyens et aussi de commerçants, d'acteurs économiques locaux. Voilà, il n'y a pas besoin de demander la permission à son élu local. Hein, non. Oui. Après, Faut les associer par contre, bien sûr. faut les associer. Après, ils ne sont pas toujours partie prenante. Nous, on a essayé de lancer, j'ai participé à un groupe qui a essayé de lancer une monnaie locale sur Cahors, donc pas très loin. La municipalité n'a pas prêté de salle, la municipalité n'a pas proposé de subvention, la municipalité a attendu gentiment qu'on se plante par manque d'énergie. Donc la monnaie locale n'a pas vu le jour. Mais voilà, pourtant c'est une ville... Ouais, il y avait 20 000 grande, habitants, pas ça trop pourrait... grande non plus. Ça aurait pu être intéressant. Mais la municipalité locale n'a pas bougé. Sur Mais ce bon, point-là. je sais pas, mais juste sur Cahors, je veux dire, je sais pas quel était votre périmètre, mais c'est juste Non, sur Cahors, c'était Cahors, c'était les Montcuq, alentours. Castelnau, oui, c'est assez large jusqu'à Ah la bon, mais là c'est bien ça. Oui, mais ça s'est pas fait. Il y a Eh pas eu bien, de à mon avis, il y aurait d'autres municipalités qui seraient ravies de vous épauler. Oui, ça reviendra, oui. Non, mais il faut revenir, faut réexpliquer. Oui. Mais voilà, j'ai l'impression que l'anticipation se fait pas trop. J'ai l'impression, même sur l'urgence climatique, les gens attendent qu'on soit déjà bien avancé pour commencer à se poser des questions. Mais l'humain a toujours fonctionné comme ça, dans l'urgence, j'ai l'impression. Il comprend que quand il se prend le mur. C'est ça. Que quand son petit confort est impacté, pas avant. Je pense qu'il y a des gens qui vont se prendre le mur de pleine face. Tout le monde, de toute façon, tout le monde. Hein. Il y en a qui l'ont anticipé, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas du tout anticipé, ça. Pourtant, ça fait sur justement l'épuisement des ressources, la pollution, la surpopulation et tout ça. Je veux dire, les courbes du rapport Midos, du Club de Rome, on les connaît depuis 1972 quand même. Hein. C'est ça. Si vous regardez le Soleil Vert qui est sorti en, je sais pas, 74-75, Oui. il s'était Soleil Vert, hein, on y va là. Hein. On y est, ouais. On y va, hein, au niveau du climat, on y est. Au niveau de la surpopulation, on y est. Au niveau des ressources, on y est. Bientôt, là, les mers qui meurent. Et pour ceux qui n'ont pas vu Soleil Vert, je ne raconte pas la fin. Mais il s'était inspiré sur les rapports du Club de Rome. Donc c'était 1972. Oui, en anticipant. Tout ça, on le sait. Oui. Tout ça, on le sait. René Dumont, avec son verre d'eau et avec le fait qu'il disait oui, on consomme trop, on va épuiser les ressources, on va s'étouffer dans notre pollution, tout ça. Il était candidat écologiste en 1974. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc on le sait. Oui, on ne veut pas croire à ce qu'on sait. Non, ça fait longtemps. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'entends tous ces discours-là. Ça fait longtemps que... Depuis que je suis petite, et j'ai l'impression que ça n'évolue pas très vite, à part maintenant, depuis quelques années, où il y a des preuves en fait. Les gens voient, mais ils n'ont pas encore vu le manque alimentaire en fait. Non, ça, ils n'ont pas encore vu. On a le ventre plein, les rayons sont pleins, il y a encore de l'électricité qui arrive, il y a encore de l'eau, il y a le Wi-Fi qui fonctionne encore, donc tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, c'est ça. Voilà, donc, alors ce qu'il y a on va dire, une petite note positive, c'est que j'avais fait des propositions hein, dans mon livre là, et j'avais sensibilisé une sénatrice à la question, et elle s'était engagée, donc elle s'est exprimée hein, dans mon livre là, elle s'était engagée à déposer au Sénat une proposition de résolution sur mon sujet. En fait, elle a tenu parole parce que la semaine dernière, elle a déposé au Sénat un projet de résolution qui porte le nom de mon livre, donc de mon étude. D'accord. Résilience alimentaire et sécurité nationale. Bien. Où justement, il est posé cette vulnérabilité dans les territoires par rapport aux approvisionnements et le fait que
on devrait prendre à bras le corps ce sujet et travailler, mettre en place des actions. Donc, c'est la première fois, je dis bien la première fois qu'au Parlement, donc Sénat et Assemblée nationale confondus, que ce sujet est amené. Donc bon, ça va être examiné au Sénat. Donc, là récemment. alors, ça a été déposé la semaine dernière. On a fait une conférence de presse mardi dernier. D'accord. Il y a 3 jours, on était à Paris en conférence de presse avec donc la sénatrice Laborde, le sénateur Labbé et moi. Donc, on était tous les trois à tenir une conférence de presse pour expliquer voilà, d'où vient ce projet de résolution qui a été déposé par les sénateurs. Donc, voilà, il vient directement de mon étude qui a réellement été prise au sérieux. D'accord. Donc, c'est bien mené, j'imagine. Oui, c'est scientifique. Il y a eu un encadrement universitaire. Hein. Voilà. Il y a eu un encadrement universitaire par un géographe, un militaire, et ça a été très méthodique. Donc on ne peut pas remettre en cause, la méthode, et deux, les résultats et les témoignages assumés de toutes ces personnes à l'intérieur de la technostructure, des syndicats agricoles, historiens, juristes et tout ça, quoi. Donc c'est intéressant, donc c'est un lancement d'alerte constructif. Vraiment pour poser le sujet, parce que pour avancer, il faut connaître la vérité. Et après, y aller tous ensemble, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que ce livre-là, j'ai énormément de commandes de personnes qui veulent sensibiliser leurs élus. Oui. Et j'ai énormément de commandes venant d'élus également. D'accord, super. Même une sophrologue qui m'a voilà, pour dire, il y a tout, des paysans, des militaires, des responsables des risques, de tout. Mais vraiment de tout. Tout simplement parce que l'alimentation et la sécurité, ça concerne tout le monde. Et oui. Voilà. Donc, ça peut être un formidable alibi ou, je veux dire, une excuse ou quelque chose qui fera que on ne se pensera plus bête lorsque on proposera ou on demandera à des collectivités locales de mettre plus de produits locaux dans les cantines, de mettre en place des jardins partagés, de mettre à disposition du foncier pour s'installer, d'augmenter les moyens pour former justement les candidats à l'installation en agriculture également. Enfin bon, tout ça, quoi. Et à travers l'alimentation, qui est comprise par tout le monde, on peut comprendre tout le reste. C'est le cheval de Troie idéal pour faire comprendre tout le reste. Bien sûr, l'énergie. L'eau, et voilà. Les déplacements, parce qu'en zone rurale, il n'y a plus de transport en commun. Enfin, il y en a un peu, mais pas comme il faudrait. Moi, j'habite le long de la Nationale 20, entre Costa des Caos, donc c'est l'axe Toulouse-Paris. Eh bien, il y a un bus le matin à 7h30 peut-être, et un bus le soir à 20h30. Et encore, c'est un axe. C'est un axe. C'est un axe principal. J'ai la chance d'habiter le long d'un axe principal. Si je veux sortir de chez moi sans véhicule, je suis obligée d'y aller en stop. Il n'y a plus rien. Donc en fait, même à ce niveau-là, on est vraiment, vraiment fragilisé. On ne peut plus se déplacer si on n'a plus de pétrole, clairement. Et oui. Et puis bon, comme pour... alors il y en a qui croient à la religion de la science. Alors il y en a qui... méprisent la science lorsque les scientifiques disent qu'il y a des règlements climatiques, mais ce sont les premiers à appeler la science pour trouver justement des solutions. Donc, il faudrait savoir. Mais c'est une chimère. Hein. Les véhicules propres, ça n'existe pas. Oui, les véhicules électriques, apparemment, la pile, il faut d'abord qu'elle fasse 10 000 km avant d'amortir. Non, mais il faut construire tous les terres rares à partir desquelles les véhicules sont construits, on ne les a pas. Ouais. Ce sont les Chinois, ce sont les autres pays qui ont ces ressources. Oui, il faut construire tous ces véhicules. Donc, c'est par l'usage et c'est par la sobriété qu'on limitera la casse. Pas en essayant de remplacer nos voitures de maintenant par d'autres voitures. C'est complètement faux. C'est un peu du green business, quoi, en fait. C'est du greenwashing. C'est du greenwashing irresponsable. Oui. Parce que là, on fait croire aux gens qu'ils pourront maintenir leur niveau de vie, alors que c'est complètement faux. Leur niveau de vie, c'est-à-dire ? C'est-à-dire d'avoir d'avoir autant de biens,
Je veux dire, on a, en gros, comme le dit si bien Jean Covici, scientifique, on a 350 esclaves énergétiques à notre disposition à travers le pétrole. C'est-à-dire que pour notre nourriture, le déplacement, se chauffer, s'habiller, les médicaments et compagnie, c'est comme si on avait 350 personnes qui nous faisaient tout ce travail. Et tout ça, c'est à partir de l'énergie magique qui est le pétrole. Mais qui est en baisse. qui est en baisse. Alors, il y en aura toujours, mais le coût d'accès sera beaucoup plus important. Oui, et écologique aussi. Ils sont en train d'aller essayer de récupérer ça sous terre, sous l'eau. Ah ben oui, partout c'est possible. Partout c'est possible. Donc, il y en aura toujours, mais à des coûts terribles. Donc, on pourra toujours jouer sur les taxes par rapport au prix à la pompe. Mais si on baisse les taxes, il y aura moins de services publics, moins d'écoles, moins de services de santé, moins de remboursement sur les médicaments qu'on ne fabrique plus. Les molécules, là, on les fabrique quasiment, de moins en moins en France. Donc, les pays comme l'Inde et la Chine, il n'y a qu'à voir les corticoïdes en ce moment, il y a une pénurie. D'accord. C'est ça le truc aussi, c'est que... oui, si on décentralise tout... non, décentraliser, ça veut dire que ça reste encore en France. Ah oui, si on externalise, si on délocalise la production, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on est en train de faire avec les médicaments. D'accord, ah oui, ça je ne savais pas. C'est ce qu'on est en train de faire avec les médicaments. Et il y a quelques mois, même la Suisse, qui est le pays du médicament, connaissait des pénuries sur certains produits. D'accord. Donc là, le truc, c'est que c'est pas c'est pas du repli sur soi que je prône, du repli bête et méchant. C'est pas ça. C'est tout simplement de dire que les choses importantes, comme qui sont la pyramide de Maslow, le premier étage de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins de base, eh bien, il faut avoir de quoi les satisfaire au plus près de la consommation. Mais là, on est dangereusement parti pour ne plus être autonome sur ses besoins de base. Oui, et du coup, la pyramide s'écroule si on n'a pas la base. Oui. On ne peut plus monter, on redescend directement au niveau, de suite. Là. Ah oui, c'est et pas en progressif, ça peut... Ah mais c'est immédiat. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Donc il faut se pencher sur ces sujets-là parce que l'ébriété énergétique et de la consommation telle qu'on la connaît encore, on est dans une bulle en France. On est, même les plus pauvres en France, ils font partie des plus riches au monde. Oui. Au monde. Parce qu'on a quand même un système de santé, même s'il se dégrade, qui tient encore. On ne paye pas le médecin, il y a encore des médicaments, on est soigné. Bon. Mais ça peut très facilement se dégrader si l'accès à l'énergie devient de plus en plus difficile. Donc il y aura moins d'impôts récoltés sur cette énergie-là. Donc du coup, le système de santé, on risque de le voir s'effilocher encore plus que maintenant. Tout est relié. La systémique, elle est même au niveau de l'organisation d'un pays. Et oui, et en parlant du système de santé, du coup, relocaliser un système de santé, ça veut dire quoi? Qu'on va redécouvrir les guérisseurs, les... Mais il y a tout, mais il y a tout. Les producteurs de plantes. Mais déjà, les plantes médicinales, ça serait déjà bien d'arrêter de considérer que ceux qui les utilisent sont des sorcières ou des charlatans, déjà. Bon. Oui. Réhabiliter le diplôme d'herboriste, déjà, ça serait bien, parce que là, depuis les années 40, ça commence à faire. Ah, ouais. Parce que, on s'était soigné, pas pour tout, évidemment, mais depuis la nuit des temps, ce sont des molécules actives dans les plantes, à condition qu'on les connaisse. Après, on pourrait les utiliser, donc surtout en mode préventif, en mode curatif pour certains trucs, mais pas surtout. Oui. Mais alors il y a ce volet-là, mais aussi les médicaments chimiques comme on les connaît maintenant, l'allopathie, on en fabrique de moins en moins. Donc là, il faudrait une politique industrielle à ce niveau-là. Aussi, il faudrait les deux.
Bon, après, si les gens partent plus sur des médecines douces et de la phytothérapie, l'avantage, c'est que les laboratoires peuvent produire seulement les souches ultra nécessaires en allopathie. On peut aussi réduire, quand on voit le nombre de médicaments qui sont proposés, effectivement, on peut peut-être partir sur du générique un petit peu moins aussi. Être plus minimaliste au niveau du système de... Déjà, la prévention, je veux dire, la prévention, c'est valable pour tout. Hein. Mieux vaut prévenir que guérir. Une bonne alimentation déjà. Hein. Une bonne alimentation déjà, ça éviterait de devoir prendre des traitements par rapport aux maladies provoquées par l'obésité, les maladies cardiovasculaires et les diabètes et compagnie qui sont directement liés beaucoup à la nourriture. Bien sûr. Et à la sédentarité. Il ne faut pas accuser toujours la nourriture, mais si on ne bouge pas, c'est qu'on le veut bien aussi. Souvent. Avec le jardinage, tu parlais tout à l'heure de sport, mais je confirme, mais bien sûr. Moi je travaille essentiellement en sédentaire, et mes 2 sports dans la semaine, c'est le jardin et aller danser. Oui, mais oui, avec la binette. C'est très doux, ça fait travailler toutes les parties du corps. Franchement, c'est un bon sport, hein, c'est une bonne entretien. De toute façon, l'être humain, hein, il est fait pour biologiquement pour courir dans la savane, quoi. Je veux dire, on a été fabriqué pour ça. Alors, on n'a pas été fabriqué pour rester les fesses assis sur une chaise devant l'ordinateur ou dans un véhicule de fer, quoi. On n'est pas fait pour ça physiquement, donc du coup, automatiquement, choses pour lesquelles on n'est pas fait, tout simplement, on a des pathologies qui se développent. Oui, tout simplement. Donc c'est comme l'agriculture industrielle chimique qui a complètement dégradé les sols. Tuer la biodiversité, voilà. Et donc du coup il y a des pathologies qui se développent, donc voilà, stérilisation des sols, perte de biodiversité, érosion et tout ça, ce sont des pathologies. Donc il y a des pathologies au niveau de la santé parce qu'on ingère une nourriture pour laquelle on n'a pas été fait, et notre microbiote intestinal qui est aussi un système comme le sol, il est déséquilibré et donc voilà, il génère des pathologies. Les immunités, tout ça, voilà. Bien sûr. Et nos territoires qui étaient jusqu'à il y a encore quelques décennies équilibrés, comme les sols et comme le microbiote, on les a complètement déséquilibrés en les spécialisant. Mais là, encore, il n'y a pas trop de pathologies. Pas encore. Pas encore. Mais s'il y avait par exemple une rupture d'approvisionnement, là du coup, la pathologie elle arriverait de suite, c'est-à-dire des émeutes, des troubles à l'ordre public. Parce que le système territorial n'est plus équilibré, comme n'est plus équilibré le microbiote, comme n'est plus équilibré le sol. Et à chaque fois, ce sont des systèmes. Lorsqu'on appauvrit des systèmes, on les déséquilibre et ça génère tôt ou tard des pathologies. Oui, c'est un peu un... C'est un système. Le système, c'est fait pour... Il y a des interactions, il y a des liens de dépendance entre les différentes parties de chaque système. Et lorsqu'on simplifie, on appauvrit un système, et donc du coup, au bout d'un moment, ça tombe. Tu veux peut-être surveiller l'heure, non? Oui. Et plus que la surveiller, je vais la prendre avec moi parce que... Eh oui. Ok, écoute, je te remercie pour avec plaisir. C'était super instructif. Et, ça a été rapide. Hein, mais, oui, en même temps, je ne vais pas faire 3 heures de vidéo, sinon personne ne va regarder. Ouais, tout le monde s'en fout.